That Fresh Morning. That Fresh Morning. Elle est avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM. Elle, c'est René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, Dafresh. Ok, d'accord, merci. Je vais très bien. Toujours, tu n'as pas dit toujours comme Pépé. Non, j'ai laissé ça pour Pépé. J'ai laissé ça pour Pépé. Tu laisses Pépé Grand avec son Pépé, affaire. toujours bien. D'accord. Donc, j'ai laissé ça pour lui. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler de l'intronisation du Ngapuru et des insignes du pouvoir. Donc, c'est un sujet tiré du livre La commune de Nguni dans le Haut-Ogooué, origine et évolution de Solange Oligui, de Nguni. l'association Ntumu. Ntumu. Oui. Donc, le livre, elle est de Arrange Solange. ton micro. Elimini. Voilà. Elimini. C'est pas Solange Elimini. Oligui. Oligui. Oui, Solange Oligui. D'accord. Oui, c'est exact. Oligui Wayo. Elle est gabonaise. Oui. Elle est d'origine du Haut-Ogooué. Oui, elle doit être d'origine de l'Haut-Ogooué parce qu'elle est de l'association Ntumu. Tsumu, hein, Oui. d'accord. Donc, c'est un livre que j'ai trouvé à la Fondation Raponda Walker, d'où je fais mes recherches. Et puis, j'ai voulu un peu changer, vu on me dit que je parle trop des miennes et puis des fins. Donc, du coup, non, là, la dernière fois, tu as parlé 2 fois des Massango. Qui t'a dit ça? j'ai traversé, là. D'accord. J'ai ok. changé le sujet. Donc, on parle d'un gars pour. Oui, l'intronisation du Ngapuru. D'accord. Alors, on t'écoute, René Ruth. Ça commence Donc, par quoi? Toute organisation s'accompagnait de règles que tout le monde devait respecter sans contrainte. Et de génération en génération, les coutumes et les us se perpétuaient, se transmettaient et avaient force de loi. Donc, on peut dire que le village présentait donc la physionomie d'un État. Lorsqu'un chef venait à décéder, son successeur était choisi dans sa famille. Et ce choix se faisait avec l'accord des anciens qui, après concertation, donnaient ou non leur accord à l'investiture du nouveau chef. Donc, il faut rappeler aussi que celui-ci devait soit être un fils, un neveu ou encore un petit-fils. Donc, on ne n'aime pas Kani Nkumu, donc chef, mais on le devient par succession. Et cette succession-là obéit au principe de primogéniture. Donc, sauf si l'aîné est jugé incompétent par le conseil de famille. Pourquoi il peut être jugé incompétent? Parce que la vertu, l'esprit de justice, de meneur d'hommes, le respect des institutions, que ce soit politique, religieuse, l'esprit d'organisation et aussi la gestion du patrimoine familial sont les principaux critères de compétence et d'importance d'une Kani. Donc, si on ne le retrouve pas ça chez toi, on peut dire que tu ne réponds pas à certains critères. Donc, du coup, là, on ne va pas dire que c'est le principe de primogéniture parce que là, on ne parle plus de priorité de naissance entre frères et sœurs. Donc là, on peut prendre ton petit frère ou bien même le dernier, qui normalement devait te revenir, normalement ton rôle. Et le futur chef était conduit en brousse dans une clairière qui était préalablement préparée à cet effet. Et c'est là que les anciens Nkani, donc les conseillers, que ce soit du village même ou d'autres villages, venaient lui prodiguer des conseils sur la manière de diriger les hommes. Donc, après ces conseils, les anciens remettaient au futur Nkani. Donc là, il est chef, une canne enduite d'ocre et d'huile de palme, sertie de fils de fer, puis un chasse-mouche. Donc, le chasse-mouche, le petit balai fabriqué à partir de la tige des feuilles de palme. Donc, ensuite, il habillait d'une peau de panthère enduite, elle aussi d'ocre rouge et d'huile de palme. Donc, le corps du nouveau chef recevait également cet enduit, ainsi que le tronc d'arbre Mbara qui servait de premier trône. Ça, c'était son premier trône qu'on lui remettait. Donc, c'était un tronc d'arbre. Donc, parfois, pour tester le courage du futur chef, il était demandé à ce qu'il reste auprès de la dépouille du défunt chef. Donc, le balai qu'il tenait aussi était préalablement placé dans les mains du défunt. Et sur le corps de celui-ci, on mettait des noix de cola qui servaient de repas au futur chef. Donc, il ne devait pas se servir de ses mains, mais que de sa bouche pour manger. Et la dernière noix, on la plaçait sur la bouche du défunt. Et la prise de cette dernière noix et le contact des deux bouches ainsi réalisé permettait au nouveau chef d'acquérir définitivement toute la sagesse et l'aura mystique du défunt. Donc, ramené au village et assis sur le tronc d'arbre qui représentait son premier trône, le chef recevait sur la tête, sur le torse, sur le dos, de la cola soufflée par les autres Nkani. Et cela avait pour but de fixer les conseils qu'il avait reçus en brousse. La bouche qui prodiguait les conseils, c'était la même bouche qui soufflait la cola. On ne devait pas appeler un jeune ou n'importe qui. Il fallait forcément que la personne soit d'abord en brousse. C'était en brousse avec les autres Nkani, avec le futur chef. Et chaque geste, chaque fait réalisé dans l'intronisation du chef
est chargé de symboles. Donc on peut alors se demander quelle signification pouvaient avoir tous les insignes qui caractérisent le pouvoir du Ngapuru, qui devient donc chef traditionnel, donc chez les populations traditionnelles de Ngoni. Donc certains attributs désignaient l'état même du chef. Il s'agit tout d'abord de la peau de panthère. J'ai parlé d'une peau de panthère qu'on mettait au chef. Donc cette peau symbolise la force, sinon le courage. De la même manière que les animaux craignent la panthère dans la forêt, c'est la même manière que les hommes doivent craindre leur chef, parce qu'il est le seul possesseur de pouvoir qu'ils n'ont pas. En l'occurrence, par exemple, le pouvoir d'appeler la colère des ancêtres sur les membres de la communauté en cas de désobéissance. Donc là, on était avec la peau de la panthère. Un autre attribut, c'est la canne sertie de fil de fer. Et cette canne, ici, c'est Ngakini Ngonkumu Ngapuru, c'est-à-dire le pilier du pouvoir du chef. Donc, elle représente à l'image du poteau central d'une maison le soutien de tout le groupe du village. Donc là, c'est la canne sertie de fil de fer et ça, c'est sa signification. Après, on a le chasse-mouche qu'on a remis aussi au chef. Donc ici, le chasse-mouche représente par ses nombreuses tiges les différentes familles et les lignages de la communauté. Donc, son manche que tient le chef du village, c'était le ciment qui unirait tous les membres du village. Donc, il a le chasse-mouche, il tient le chasse-mouche pour représenter que la famille et les lignages doivent toujours être unis. Donc, reste à savoir si le rôle du chef du village se résumerait seulement à maintenir l'union des membres de son village. Il semblerait que ses attributions soient plus étendues. Donc, là, on a maintenant les attributions du Ngapuru, donc le chef traditionnel. Donc, au-delà de ce rôle du ciment, du groupe. Donc, voilà pourquoi tu as mis le son là. Donc, le Ngapuru joue le rôle d'intermédiaire entre le groupe et les forces surnaturelles protectrices. Donc, c'est le seul habilité à invoquer les manes des ancêtres et à être compris d'entre eux, donc parmi eux. Donc ceux qui demandent aux ancêtres protecteurs de la communauté, c'est souvent la bonne santé, les chasses fructueuses, les bonnes productions agricoles, mais surtout et toujours l'entente entre les membres de la communauté et la protection contre l'arme de l'ennemi au cours des guerres, parce qu'ils priaient aussi les ancêtres de protéger toujours, s'il pouvait y avoir des guerres, il faut la santé aussi parmi les membres du village. À côté de ce rôle mystique, s'ajoutent des attributions juridiques dont le Ngapuru s'acquitte aisément. Donc, lorsqu'un conflit éclate au sein d'une famille ou d'un clan, ou que le Nkani, donc le chef de cette famille ou clan, ne parvenait pas à rétablir l'ordre, le conflit était alors porté à son jugement ou avec l'aide des Nkani, donc les conseillers qui sont autour de lui. Et il donnait l'ultime verdict qui, cette fois, devait obligatoirement être respecté. Faute de quoi, le contrevenant pouvait encourir des sanctions graves allant jusqu'à l'expulsion de son village même. Donc, on règle d'abord le problème en famille. Si on n'arrive pas, on va chez le chef, donc le Ngapuru, et sa décision doit être respectée. Au cas où tu ne veux pas respecter la décision, tu peux être chassé du village. Et ça, c'était normal. Donc là, après, on a la fonction, oui, la fonction des Ankani. Oui, j'ai pas de problème. Donc, les Ankani ici, comme chef du regroupement, on va dire, étaient investis à l'Ankani. Ici, l'Ankani, avec O-N-K-A-N-I, c'est une confrérie composée par la classe de dignitaires qui avait reçu par une initiation secrète chargée de mysticisme la dignité... Chargée de quoi? Mysticisme. Tout ce qui est mystique. La dignité et la charge de protéger et de mener les affaires du village. Donc, les Ankani étaient investis à l'Ankani. Donc, ils étaient considérés comme les sages du village. C'était les têtes pensantes et la classe dirigeante du groupe. Donc, ils étaient les collaborateurs avec le chef du village et le conseiller même. Donc surtout, ils contrôlaient le pouvoir du Ngapuru parce que c'était aussi les gardiens de la mémoire collective. Donc les Ankani veillaient avec vigilance sur les décisions populaires du Ngapuru. Non seulement ils collaboraient et guidaient le chef, mais ils s'assuraient que les décisions que prenait le Ngapuru étaient respectées de tous les membres de la communauté. Après ça, on a
les précautions qui avaient pour objectif, connaissant la nature humaine, d'empêcher le chef du village d'abuser de ses prérogatives, parce qu'il devait toujours être impartial et sans reproche, parce que les Ankani avaient aussi le droit, si besoin était, de destituer, sinon de remplacer par un autre membre de la lignée qu'ils jugeaient plus apte à assumer le rôle de Ngapuru. Donc s'il ne respectait pas, sinon s'il abusait de son pouvoir, les Ankani, ses conseillers, pouvaient le destituer et ainsi nommer une autre personne de sa famille qui jugeait plus apte que lui. Donc là, il pouvait soit passer au rang de Ankani, donc conseiller aussi, ou bien le destituer carrément du conseil même de la communauté. Après, on a les attributions juridiques des Ankani. Donc les Ankani, ils étaient d'abord juges au sein de leur famille et de leur lignage respectif. Ensuite, ils devenaient dans une large mesure les auxiliaires du chef du village. Donc, lorsque des conflits portés à leur appréciation n'étaient pas résolus, dès lors, ils devenaient tour à tour avocats de la défense, avocats de la partie civile et en fin de compte, jurés aux côtés du Ngapuru, donc le chef traditionnel. Et ces changements constants de rôle avaient pour but d'abord de maintenir l'union de la communauté, de rechercher l'ultime vérité, mais aussi de faire accepter sans trop de mal le verdict aux parties en conflit, particulièrement à la partie perdante. Donc en fait, le souci premier des Ankani ici, c'était de ne pas permettre à la partie déclarés coupables de penser qu'ils étaient partiaux. Donc les Ankani assistaient le chef du village lors des conflits inter-villages. Là aussi, ils jouaient les mêmes rôles. Donc là, on avait les attributions juridiques des Ankani. On va terminer par là. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale, René Ruth, qu'on va retrouver mardi lorsqu'il sera exactement 9h30. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.